Bonsoir, donc Geneviève Chevassu, donc je suis administratrice du réseau Auvergne-Rhône-Alpes et puis depuis très peu j'ai rejoint le réseau interrégional. Voilà. Donc, sixième rendez-vous de ce cycle accessibilité alimentaire. Bon, rapidement, pour vous en rappeler le contexte, on avait souhaité au niveau du mouvement interrégional des AMAP un peu se questionner le modèle AMAP au vu des enjeux d'accessibilité alimentaire. En se dotant d'apports de vos expériences à tous, de regards de chercheurs, ce qui nous nourrit énormément et ce qui nous fait vraiment toucher du doigt que c'est un sujet très complexe et qu'il n'y a pas de solution ni miraculeuse ni simple, mais ça nous permettra peut-être de nous, en tant qu'AMAP, de se dire comment on peut agir sur l'accessibilité alimentaire, un accès digne à une alimentation de qualité pour tous. Donc, après avoir écouté ATD Carmonde, après avoir fait le point sur les grandes notions de démocratie alimentaire, justice alimentaire, après avoir aussi vu que comment on pouvait sortir ou pas des logiques de don, comment le don pouvait être perçu comme très violent, pas toujours efficace ou efficace. Voilà, c'est aussi des sujets qui sont pas forcément faciles. Après avoir recensé énormément d'expériences déjà menées en AMAP, après avoir écouté les paysans aussi dans le rôle essentiel qu'ils peuvent jouer dans l'accessibilité alimentaire, et bien ce soir, on se pose la question de la participation de toutes et tous au projet de lutte contre la précarité alimentaire. Et c'est vrai qu'on a déjà pointé qu'il n'existe pas une précarité alimentaire, mais plusieurs. Ce serait si simple s'il n'y avait qu'une précarité. Il peut y avoir aussi plusieurs difficultés d'accès liées à des éloignements de territoire, à des logiques financières, mais pas que. On a essayé d'apporter des réponses en se disant, est-ce qu'une création d'AMAP ad hoc dans un quartier éloigné d'un accès facile à alimentation de qualité est une solution? Est-ce que créer des contrats solidaires au sein d'une AMAP ad hoc est une solution? Tout ça, c'est pas non plus facile. Il y a toujours des difficultés, quel que soit le modèle partagé. Donc, sur cette conférence, on va vraiment se poser la question sous l'angle de la participation des habitants, en prenant le périmètre de personnes qui sont accompagnées par des associations d'aide alimentaire ou des personnes qui d'elles-mêmes vont créer un réseau ad hoc de distribution. Voilà, donc je vais laisser la parole à Bénédicte qui va vous présenter les intervenants que je remercie à nouveau ce soir, enfin les intervenantes d'ailleurs. Alors, bonsoir à toutes. Donc, Bénédicte, animatrice du réseau des AMAP d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je vais rapidement vous présenter donc, les différentes interventions et un petit peu le déroulé de la séance pour ce soir. Donc, en fait, pour les deux interventions, donc, on aura tout d'abord donc, Lotte Damuis, qui est sociologue, qui est investie dans le projet de recherche-action participatif Solène Prime à Bruxelles, qui questionne l'aide alimentaire dans 4 centres sociaux de la ville et qui a mené à la création par des personnes du coup en situation de précarité alimentaire à la création de nouveaux lieux d'approvisionnement. Lotte nous parlera des définitions de la participation, des conditions de la participation et aussi d'un versant plus critique de cette participation tant espérée. Ensuite, on aura une deuxième intervention, donc celle de Julia Lévesque et de Zeynep Ayadi Benfraj de l'association VRAC. Donc VRAC, c'est vers un réseau d'achat en commun, et donc qui nous parleront de la création de groupements d'achat dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et du coup qui nous parleront donc de la constitution de ces groupements d'achat et de l'implication des habitants des quartiers comme leitmotiv de leur action.
Du coup, pour juste vous donner un petit déroulé de la soirée, donc chaque intervention durera 20 minutes. Après chaque intervention, on aura 10 minutes de questions-réponses, plutôt des questions d'éclaircissement et de compréhension. Du coup, n'hésitez pas tout au long des interventions à poser vos questions dans le chat, elles seront reprises par Geneviève ou moi. Et après ces 2 interventions et les temps de questions-réponses plutôt d'éclaircissement, on aura un temps plutôt de questions ouvertes, débat. Et donc là, vous serez invité à poser vos questions directement à l'une des intervenantes. Voilà. Eh bien, Lotte, à vous la parole. Bonjour à tout le monde. Avec l'introduction que je viens d'entendre, il y aura peut-être des choses qui seront du coup un petit peu de l'ordre de la répétition par rapport à ce que vous avez déjà travaillé auparavant. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Donc, déjà, je ne peux pas vous voir tous et toutes. Donc, c'est assez compliqué de savoir s'il y a des choses qui ne sont pas claires, etc. Mais donc, effectivement, n'hésitez pas. Surtout, je vais sans doute passer certains slides un peu plus rapidement, parce qu'on est toujours un peu trop long. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc, je vais... voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon. Ouais. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est faire comme ça. Alors, je voulais juste d'abord vraiment souligner que je ne suis pas du tout spécialiste de l'alimentation durable. Donc, je travaille comme sociologue au sein d'une équipe de recherche-action dans un organisme qui s'appelle la Fédération des services sociaux. Donc, on fédère, comme le nom l'indique, des services sociaux à Bruxelles et en Wallonie. Donc, nos thématiques de recherche sont le travail social, la situation des personnes dites pauvres ou précarisées. Effectivement, enfin, voilà, c'est pas toujours évident de trouver les bons mots pour désigner les personnes, et j'y reviendrai. Et sur des questions de politique sociale. Mais donc, aujourd'hui, je vous parlerai plus spécifiquement à partir d'une recherche-action participative qu'on a menée durant 3 ans, mais donc qui est finie depuis 2019. Avec des bénéficiaires et des bénéficiaires, des personnes qui fréquentent des services d'aide alimentaire et des travailleurs sociaux de ces services. Et le point de départ, c'était donc de viser un accès plus durable à l'alimentation de qualité pour ces personnes. Donc, je vous proposerai ensuite quelques balises théoriques sur la façon d'aborder, ou en tout cas la façon dont on aborde les questions de participation dans nos travaux, et aussi sur des questions, qu'est-ce qu'on désigne par public précaire, certains écueils en tout cas à éviter, mais ce n'est pas évident. Et donc, je développerai ensuite des résultats et des constats vraiment issus du projet qui concernent la thématique d'aujourd'hui, et je terminerai quelques pistes et des questionnements pour lancer la discussion aussi par après. Alors, donc, le projet Sol en prime, je pourrais utiliser un quart d'heure pour en parler, donc je vais passer assez vite dessus, mais donc c'est l'acronyme de solidarité en primeur. Et donc, l'idée, c'était vraiment de penser des dispositifs avec les personnes qui fréquentent les 4 services d'aide alimentaire, plutôt du secteur associatif privé et 2 dans le secteur public, donc dans des CPAS, je pense que c'est les CCAS chez vous. Et donc voilà, et donc l'idée c'était de favoriser un meilleur accès au bien se nourrir, mais avec une dimension assez large du bien se nourrir. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'aide alimentaire en Belgique, on pourra y revenir s'il y a des spécificités, des questions à ce niveau-là, sur comment est-ce qu'elle s'organise. Mais donc, dans le projet Sol en prime, il y a 4 projets locaux du coup, qui ont été mis en place par les bénéficiaires de l'aide alimentaire et les professionnels. Un groupement d'achat collectif, mais c'était essentiellement une plateforme d'achat en ligne de produits d'hygiène et de matériel scolaire. Un projet de production et d'échange de graines, un service de prêt d'ustensiles de cuisine et de jardinage à l'attention des personnes qui fréquentent le CCAS, et des ateliers cuisine avec les personnes aussi qui fréquentent le service d'aide alimentaire. Donc ça, c'était les 4. Donc, voilà, les résultats dont je vais vous parler, ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble du secteur. Donc, c'est vraiment 4 projets très spécifiques qui ont été montés. Alors, sur les quelques balises théoriques, alors,
tout d'abord, la question de qu'est-ce qui se passe quand on se dit qu'on veut inclure un public spécifique. Il y a dans la littérature, c'est un vieil ouvrage qui parle de 2 écueils. Le premier, c'est le misérabilisme qui consiste à n'envisager la culture des classes dites populaires. On peut discuter sur l'idée de classe, etc. Mais en tout cas, des personnes qui vivent dans des conditions précaires, donc de les envisager qu'en termes de manque ou en considérant leur façon de faire des classes dites supérieures comme les façons de faire légitimes. Et donc, en matière d'alimentation, on retrouve souvent un discours qui, pour faire court, associe l'alimentation des pauvres à une pauvre alimentation. Et je pense que c'est des choses que vous avez déjà dû aborder avec ATD Carmonde. L'autre écueil, c'est l'écueil populiste qui consiste à l'inverse, un peu à romantiser les cultures populaires en oubliant les conditions sociales qui expliquent pour partie ces cultures. Et donc, sur la question de l'alimentation, l'idée plutôt de reconnaître la complexité de l'acte alimentaire, pour penser des politiques plus ajustées et pertinentes, en cultivant une attention aux pratiques alimentaires plurielles, plutôt qu'aux besoins alimentaires supposés des personnes en précarité alimentaire. Donc ça, c'est pour la première balise. Et sur les questions des approches de la participation, on voit qu'il y a souvent 2 approches dominantes. La première, c'est, dans la première, la participation est considérée comme le gage que les actions, les projets ou les politiques publiques qui se déploient dans un espace, un quartier, une ville, une coopérative d'achat, que cette participation, du coup, permette que ces projets soient en accord avec les envies et les besoins de la population. Et donc, la participation est alors considérée comme bonne en soi et comme une condition d'une réelle démocratie. La deuxième approche, donc il y a des travaux qui sont penchés sur la participation et toute une littérature la considère un peu comme un leurre ou un vernis par lequel on donne l'illusion aux participants de faire entendre leur voix, mais que dans les faits, les processus de domination et les inégalités n'en sortent pas forcément diminués. Et donc le fait que les processus participatifs soient mobilisés au sein, par exemple, du monde des entreprises serait une forme de preuve que la participation n'est finalement qu'un vernis. Et donc pour l'atelier d'aujourd'hui, et donc dans les approches qu'on mobilise, l'idée c'est que je vous propose, c'est de se décaler un peu de ces façons de voir, donc la participation comme bonne en soi ou comme inutile ou fausse en soi, en examinant plutôt comment ça se passe lorsque des personnes veulent faire ce qu'on appelle faire du participatif. Donc, nous, on part du postulat ou du présupposé qu'en fait, participer ne va pas de soi. Et l'idée, c'est d'examiner ce que la participation fait faire ou ne pas faire aux personnes qui participent. Donc, on s'appuie notamment sur les travaux d'un sociologue belge qui s'appelle Julien Charles, dont je pourrais vous donner aussi des ressources. Et donc, les questions à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire participer, à quoi est-ce qu'on fait participer et comment ces processus dits participatifs se déroulent. Et en actant qu'en fait, tout format de participation, donc la manière dont on fait participer, qu'est-ce qui peut être amené dans un espace, par exemple, de discussion, peut créer des exclusions. Ça peut aussi coûter aux participants. Et donc, on peut aussi voir notamment les bonnes raisons qu'on peut avoir de ne pas participer ou de participer avec parcimonie. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les quelques balises. Alors, sur le projet, voilà, quelques éléments à mettre en avant. C'est que lorsqu'on parle d'inclure les plus éloignés de l'accès à une alimentation durable et de qualité, on n'est jamais très loin d'opérer certaines simplifications. Et donc, par exemple, quand on parle des bénéficiaires de l'aide alimentaire ou des publics précarisés, aussi opérationnels que ce soit pour faciliter la communication à leurs propos, on ne doit pas faire oublier qu'au-delà d'un faible pouvoir d'achat, qui peut lui-même encore fortement varier, les personnes sont très diversifiées sur les plans philosophiques, spirituels, culturels, sociaux et quant aux trajectoires de vie. Et les personnes sont aussi très diversifiées dans leur disposition ou leur socialisation à différents formats de participation. On peut, par exemple, ne pas être habitué à devoir s'asseoir autour d'une table et discuter pendant 3 heures de ce qu'on pense pouvoir apporter, par exemple. Alors,
je voulais vous parler de la norme du bien manger et des freins au bien se nourrir pour ces personnes, mais je pense que c'est des choses que vous avez abordées, mais donc on pourra y revenir. Donc je vais passer plutôt sur les questions de participation et de mixité sociale. Et donc, parce qu'on voit effectivement que certains espaces d'alimentation durable, et la conférence d'aujourd'hui, enfin en tout cas la thématique d'aujourd'hui en témoigne, donc une volonté d'ouvrir les projets, les dispositifs existants à des personnes plus précarisées. Mais le constat, c'est souvent qu'on n'y parvient pas. Et donc, lors d'une phase du projet Sol en Prime, les participants avaient fait des visites dans des initiatives et des projets d'alimentation durable pour s'inspirer par rapport aux projets qu'ils voulaient mettre eux en place. Et donc, ils ont visité des potagers de quartier, des grénothèques, des systèmes d'échanges locaux, des coopératives bio, des initiatives d'emprunt d'objets, etc. Et la possibilité était à chaque fois ouverte pour les personnes de rejoindre ces espaces. Mais en fait, ils ont préféré développer leur propre projet parce que si certaines idées et principes des projets d'alimentation durable ou de recyclage leur plaisaient, ils ont surtout souligné en quoi en fait ces espaces ne leur convenaient pas. Et donc, il y a plusieurs choses qu'ils ont évoquées, notamment les questions d'accès à l'information, c'est-à-dire notamment la barrière d'Internet pour certains ou la fracture numérique plus largement. Par exemple, quand on doit utiliser un ordinateur pour s'inscrire comme membre. Il y avait aussi des divergences pour les activités qui étaient proposées, des divergences d'intérêt pour les activités proposées. Alors, ce qui revenait beaucoup, c'est aussi le coût financier, aussi bas qu'il puisse paraître aux yeux des organisateurs. Par exemple, quand il faut payer une inscription de 5 € pour devenir membre. Ou enfin, la question aussi qu'on appelle l'intériorisation du stigmate d'émergents au CPAS. Donc, par exemple, quand on met en place des tarifs différenciés pour les personnes à revenus plus faibles, souvent ça part d'une bonne intention, mais ça suppose de montrer qu'on rentre dans des critères de pauvreté. Et ce n'est pas sans rappeler la logique d'enquête sociale auxquelles les personnes sont confrontées quand elles font des demandes d'aide, par exemple dans les administrations publiques. Et alors, en plus de ces barrières concrètes, les personnes ont dit aussi parfois ne pas se reconnaître dans ces espaces, se sentir différentes des personnes qui les fréquentent, mais sans nécessairement toujours pouvoir mettre des mots précis sur ces ressentis. Donc là, je cite les travaux d'une sociologue qui dit effectivement les discours, les pratiques de ces réseaux alimentaires alternatifs incluent peu les représentations et les significations culturelles de l'alimentation d'autres groupes sociaux, en particulier des plus défavorisés. Et donc, on voit bien que malgré de bonnes intentions, ces espaces paraissent difficilement échapper à un certain élitisme social, on peut l'appeler comme ça. Et donc, les participants au projet ont préféré développer des choses entre eux, à l'attention en fait de personnes comme eux, entre guillemets. Donc, en tout cas, d'ouvrir prioritairement, en tout cas dans un premier temps, leur projet aux personnes qui sont en situation de précarité. Alors, au début du projet, il y a eu un travail de définition collective autour de c'est quoi bien se nourrir. Et donc, ils ont mis en évidence différentes dimensions que vous voyez ici sur le slide. Et donc, ce qu'on a fait après avec eux, c'est de voir sur quels aspects ils voulaient plus spécifiquement travailler, enfin mettre au travail dans les projets qu'ils allaient développer. Et on voit qu'une fois que les projets ont été montés, on a fait l'analyse des dimensions qui ont été travaillées au travers des projets. Donc, la dimension des ressources pour accéder aux biens à se nourrir a été un des points les plus travaillés au sein des projets, bien avant, par exemple, la dimension politique autour d'une résistance par rapport au système agro-industriel dominant, par exemple. La dimension du plaisir aussi, liée à l'alimentation, était très présente. Et l'idée était d'offrir des espaces de solidarité à l'attention d'autres personnes en difficulté financière. Il faut dire aussi que ce qui a été mis en place n'a pas été pensé comme des alternatives à l'aide alimentaire, mais bien comme des compléments à l'aide alimentaire classique, qui restent considérés par les participants comme indispensables. Et sur la question de la participation et de l'implication des personnes dans ces projets, la recherche a quand même montré des résultats assez ambivalents, parce que d'un côté,
les participants ont dit apprécier de pouvoir retrouver un sentiment d'utilité et de se sentir reconnus dans leurs idées, là où elles sont généralement plutôt l'objet d'une disqualification sociale dans l'aide classique. Mais la participation a aussi un coût. Il faut se rendre disponible, donner de son temps, s'entendre dans un groupe, trouver des informations et des ressources concrètes pour le montage du projet, etc. Et qui explique notamment pourquoi le soutien d'un travailleur social et d'une association leur paraissait indispensable. Ça explique aussi pourquoi certains groupes se sont transformés durant les 3 années du projet. Donc, mis à part un petit noyau dur, les groupes ont fait face à un turnover, soit parce que le projet n'avançait pas assez vite, soit parce qu'ils retrouvaient un emploi et n'étaient plus disponibles, soit parce que l'implication était trop lourde à porter. Alors, je pense que c'est des éléments qui ne sont pas propres aux personnes qui sont en situation de précarité, mais que c'est des éléments qu'on retrouve dans tout projet participatif qui peut à un moment donné s'épuiser ou en tout cas se renouveler dans ses participants. Alors, je vais terminer, j'espère que je ne suis pas trop longue, donc sur quelques points d'attention. Donc, ce qui me semble être d'emblée problématique, c'est quand on prend comme point de départ l'ambition d'inviter les populations les plus précarisées à rejoindre un idéal type qui est pensé à partir des seules ressources et capitaux de ses concepteurs. Et donc, il y a peut-être quelques balises qui permettent, en tout cas un point de départ, c'est d'arrêter de penser déjà que les pauvres se nourrissent mal, ou plus largement de considérer toute manière de vivre comme normale et sensée. Donc là, je cite, c'est en fait une approche c'est une approche plus sociologique en fait des situations et des situations de vie. Et donc, en matière d'alimentation, il faut être conscient de ce qu'on appelle la blanchitude du mouvement, qui est assez, enfin, dans les GAZAP et dans les AMAP chez vous. Et donc, tenter de se décentrer un petit peu des valeurs et pas des valeurs, mais des finalités de ces espaces. Et aussi reconnaître les pratiques d'alimentation durable au-delà de l'évidence. Donc, l'idée, c'est de ne pas penser à la place des gens. Peut-être que les personnes ont déjà des bons plans pour leurs légumes, des stratégies d'approvisionnement, des logiques de débrouille existants dont il faut tenir compte. Il faut tenir compte aussi de l'offre qu'il y a sur un territoire. Et donc, l'idée, c'est de partir de ce qui importe aux personnes dans leur rapport à l'alimentation et de s'assurer que les formats de participation puissent accueillir ces envies, qu'elles puissent être entendues. Alors, soigner les seuils inhérents au dispositif participatif. Alors, on a quand même, il faut quand même noter, mais ça j'imagine que vous le savez, c'est que l'alimentation est un bon ingrédient pour rassembler les gens. C'est en soi une pratique qu'on appelle bas seuil, parce que cuisiner ensemble, partager un thé ou un café, etc., ça permet aussi en soi de rassembler les personnes. Donc, c'est un bon point de départ. Après, l'idée, ce n'est pas de donner des recettes. Je pense qu'il n'y a aucun format qui convient d'emblée toujours pour tout le monde. Et un autre élément, c'est que si le processus participatif prend du temps, il faut noter que quand ça prend, c'est-à-dire que quand les personnes se prennent au jeu et acceptent les charges que comporte la participation, il faut pouvoir être à la hauteur des attentes qui sont générées. Parce que potentiellement, il peut y avoir une violence symbolique à impliquer des bénéficiaires de l'aide alimentaire dans des projets qui visent leur accès plus durable à une alimentation de qualité, sans aboutir à la concrétisation de certaines de leurs idées. Alors, sur la question du format, attention notamment aux moyens de communication. Vous voyez que dans le groupe d'achat collectif, WhatsApp, c'était le plus adapté pour pouvoir communiquer. Attention aussi de ne jamais faire l'impasse sur le frein financier, en sachant bien qu'il n'y a pas de recette miracle, comme je disais sur l'histoire des prix différenciés. Et l'idée de répartir aussi les contraintes, c'est-à-dire de faire à un moment donné un effort d'inconfort pour aller vers les personnes plutôt que les inviter toujours à participer dans les espaces qui sont déjà existants, mais plutôt faire un pas aussi dans les espaces et dans leur milieu de vie.
Et puis enfin, un dernier élément de réflexion, c'est la question de l'échelle d'action. Parce que c'est vrai que la lutte pour un système alimentaire juste et durable ne peut pas se traduire uniquement par des politiques qui tendent à soutenir et à agir sur des changements de comportement individuels. Cette lutte doit aussi se faire en reconnaissant la nécessité donc d'agir à plusieurs échelles, hormis le système agroalimentaire dominant, voilà, ça c'est une des échelles où la lutte effectivement doit se faire. Elle doit notamment être menée à l'échelle territoriale sur le plan de l'offre alimentaire et s'accompagner d'une ambition plus large en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales de manière générale. Voilà. Et alors, ici, je vous ai juste mis quelques ressources. Il y a le site Sol en Prime, où il y a pas mal de choses qui ont été, voilà, notamment des fiches outils, des analyses, une expo photo, enfin, il y a toute une série de ressources à ce niveau-là. Sur les questions de les charges de participation, il y a les travaux de Julien Charles. Et puis, je vous ai mis aussi 2 projets inspirants. Un en Belgique, à Moucron, qui existe depuis les années 60. Et il y a un documentaire là-dessus aussi. Et puis, un collectif à Montréal qui s'appelle Parole l'exclue et qui font plusieurs projets plutôt avec des approches communautaires, mais communautaires entendues pas dans le sens péjoratif, mais donc qui partent des préoccupations locales. Et ils ont réalisé toute une série de projets aussi sur un accès à une alimentation de qualité pour des personnes d'un quartier de Montréal plus précaire. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Ça faisait pile 20 minutes, si tu veux tout savoir. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions de compréhension plutôt dans un premier temps. J'ai vu qu'il y avait une question de Magali sur une sociologue qui avait été citée. Qui est la sociologue qui a fait la citation sur l'élitisme social? Et donc, Julie a proposé Julie Gutmann. Est-ce que c'était bien ça? Julie Gutmann, oui, elle a travaillé sur la blanchitude du mouvement, notamment aux États-Unis. Et sinon, il y a aussi Elisabeth Lagasse, mais qui est encore en thèse. Je ne sais pas si elle a beaucoup de publications. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension? Alors, il y a... Je vois la question, oui. Ouais. Alors, c'était un vrai souci de pouvoir différencier leur participation au projet de manière à ce qu'elles ne se sentent pas obligées de participer en étant bien conscients que c'est des personnes qui fréquentent par ailleurs un service qui propose une aide alimentaire. Et donc, c'est vrai que... C'était quoi la question, pardon, parce qu'en fait, je prends des notes et du coup, je suis un peu perplexe. Oui. Est-ce que c'est possible de la reformuler comme ça, que tout le monde l'entende bien et comme ça, votre réponse... Peut-être que la personne veut la formuler pour être sûre qu'on la comprenne bien. Moi, je lis, les personnes étaient au départ obligées de venir ou c'était une proposition des services? Est-ce que c'est sur la base du volontariat, c'est ça, de participer à ces projets? Oui, exactement, c'est ça. Voilà, oui, c'était sur base du volontariat, mais il faut savoir que, notamment dans un des services, c'est un public très précarisé qui venait chercher des colis alimentaires. Et donc, on n'est jamais certain quand on fait un recrutement, c'est pas très joli comme mot, mais quand on invite les personnes à rejoindre un dispositif participatif alors qu'elles sont dans un organisme qui par ailleurs leur octroie des colis alimentaires, on ne peut jamais s'assurer qu'il n'y a pas une forme de crainte, même si on dit que ça n'a rien à voir, que les personnes se disent « Ok, si je participe pas, peut-être que je serai
on m'octroiera pas mon colis ou ce genre de choses-là. Donc, on a essayé de bien séparer les deux, mais on n'est jamais, voilà, on ne peut jamais s'assurer que c'est effectivement tout à fait volontaire. Et une question un petit peu plus pragmatique sur est-ce que les slides seront mis à dispo après? Oui, je peux vous les envoyer, oui, sans souci. Je vois qu'il y a une question de Sonia. C'était un complément de ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport au recrutement. Est-ce que vous m'entendez bien? Sonia, on ne t'entend pas bien. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Ouais, c'est le micro qui, parfois, c'est des règles. Quand je ferme l'ordinateur. Voilà, si ça va mieux maintenant. Du coup, un complément de ce que... excuse-moi, j'ai oublié le tour. Puisque je ne sais pas exactement si dans votre étude vous avez pris en compte où il y a quand même un cadre de repère général en Belgique sur l'estimation des personnes qui sont dans cette seuil de précarité par rapport à celles qui vraiment font la demande de l'aide alimentaire. Je sais qu'en France, il y a, je n'ai pas les numéros en tête, mais il y a quand même un décalage, quelque chose d'un quart ou quelque chose de la sorte. Et du coup, c'était de dire, est-ce que dans ce dispositif-là, il y a eu une prise en compte du fait que certaines personnes seraient à peu près dans ces conditions de demande de l'aide alimentaire, mais ne le font pas. Pourquoi ne le font pas? Et est-ce qu'ils ont une visibilité pour pouvoir participer à ces autres actions complémentaires, même en ne prenant pas part de colis alimentaires? Donc, c'est vrai qu'on a construit le projet avec des services et donc on n'a pas été en dehors de ces services-là. Donc, ce sont des personnes qui alors, en plus, au moment du projet, soit bénéficiaient encore d'une aide alimentaire, soit parfois ne bénéficiaient plus. Alors, c'est sûr qu'on sait qu'il y a, et j'imagine que c'est la même chose en France, une grande proportion de personnes qui n'ont pas recours, enfin, le phénomène du non-recours aux droits et aux aides, et donc des personnes qui tombent en dehors des radars, effectivement, en tout cas de certains de ces services. Maintenant, on voit quand même avec la crise qu'il y a eu une augmentation considérable des demandes d'aide alimentaire. Nous, on estime à plus ou moins 25% l'augmentation des demandes au service d'aide alimentaire parce que c'est presque le dernier endroit où on peut encore trouver une aide alors qu'on n'a pas reçu une aide au niveau voilà, plus substantiel, financière ou ce genre de choses-là dans les CCAS. Maintenant, par rapport au projet en tant que tel, on a construit ça, effectivement. L'idée, ce n'était pas nécessairement d'être représentatif des personnes les plus en situation de précarité. Par contre, quand on en arrive, enfin, je veux dire, quand on en arrive à devoir demander un colis alimentaire, ce sont quand même des personnes qui, pour la plupart, sont déjà en situation de grande précarité. Et dans un des services dont je parlais juste avant, ben voilà, c'est des personnes alors, qui n'ont pas toujours des papiers, qui ne parlent pas le français, qui ont vraiment... Ben voilà, on a quand même un public là qui est relativement précaire. Et ben voilà, donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et puis, on ne parle pas non plus de centaines de participants ici. Enfin, je veux dire, sur les quatre, c'est vraiment quelque chose à petite échelle, avec un petit groupe, etc. C'est pas des... Voilà, c'est en termes d'impact pour l'accessibilité alimentaire, on est vraiment sur des choses à petite échelle, mais qui peuvent voilà, avoir des enseignements sur des dimensions qui peuvent être plus transversales. Moi, j'avais une autre question par rapport à une des slides. Il y avait écrit un endroit que la mixité sociale, du coup, n'était pas forcément souhaitable. Est-ce que tu veux bien développer? Oui, en fait, la mixité sociale, on voit que c'est quand même un horizon qui est assez à la mode, entre guillemets. Voilà, alors il y a
je ne me prononce pas sur le fait qu'il faille, oui ou non, de la mixité sociale, mais c'est plutôt se poser la question à quelle fin est-ce que, et qui décide enfin, voilà, qui prend l'initiative de vouloir favoriser la mixité sociale. On est rarement, enfin, pour être un peu dans la caricature, mais on est rarement à vouloir créer la mixité sociale dans le sens d'intégrer des personnes en situation d'aisance, par exemple, dans des lieux par exemple, dans des commerces locaux qui sont dans certains quartiers, qui sont fréquentés par certaines personnes. On voit bien que la question de la mixité sociale est devenue quelque part un peu un idéal, mais on ne sait pas toujours à quelle fin. Et donc, voilà, c'est plutôt voir dans quel sens elle est activée, cette valeur de mixité sociale. Et puis, sans doute, en tout cas, nous, on a fait le choix de respecter les envies des personnes du projet, en tout cas, dans un premier temps, vouloir ouvrir les espaces qu'ils créaient à des personnes qui, voilà, alors, je n'aime pas utiliser comme eux, mais l'idée, c'est qu'ils voulaient vraiment favoriser la solidarité pour les personnes qui en ont besoin, le plus besoin. Et donc, voilà, on a respecté ce choix-là. Et puis, pour revenir sur la question des formats de participation, parfois avoir des endroits où les personnes ne se sentent pas mises en danger parce qu'elles, par exemple, elles s'autocensurent, parce qu'elles estiment qu'elles ne parlent pas assez bien, ou parce qu'elles se sentent, etc. Et donc, elles vont peut-être pas participer, par exemple, dans une discussion au même titre que les autres, tout simplement parce que le format, la manière dont on doit s'exprimer, les codes, etc., ne sont pas ceux qui partagent. Et donc, il y a des formes d'autocensure. Et donc, si on veut vraiment tenir compte, alors je ne dis pas que c'est forcément le cas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ni pour ni contre le principe même de la mixité sociale, mais c'est de voir comment est-ce qu'on la met en place. Pourquoi est-ce qu'on veut et est-ce que c'est une bonne chose à faire, etc. Par exemple, si c'est dans des quartiers où il y a déjà de fait une mixité sociale des habitants et que des habitants se mettent ensemble parce qu'ils veulent réfléchir à un quartier, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Mais quand il y a un espace comme ça qui existe, par exemple une coopérative ou quoi, et on se dit ah ben, on aimerait bien ouvrir, ben voilà, la question c'est comment et qu'est-ce qu'on est d'accord de lâcher, qu'est-ce qu'on est d'accord d'accueillir, etc. pour que cet espace convienne en fait aux envies, aux besoins, aux demandes un petit peu de tout le monde. Ce que vous dites, c'est exactement ce qu'on avait senti dans les initiatives de création d'AMAP ad hoc dans les quartiers. Enfin, de création d'AMAP, tu pars de rien, tu crées une AMAP. Ah oui, ok. Et comme vous venez de le dire, Lotte, sur un petit peu les personnes qui s'emparent du projet et qui le créent selon ce qu'elles veulent, ou faire participer, entre guillemets, ou plus ouvrir le modèle AMAP vers un public qui n'y est pas encore très présent, avec les écueils et les difficultés que vous venez de souligner. Donc, ce que vous venez de dire, on l'a vraiment... Enfin, on se heurte dessus. Enfin, on se heurte, il y a des solutions, mais voilà, c'est vraiment... il me semble quelque chose d'important qu'on retrouve dans le modèle, quand on questionne le modèle AMAP. Alors, si je me permets, on est à peu près dans le timing, mais je pense que ce que vous venez de dire, ça va faire une belle intro pour Julia, puisque je pense que l'initiative VRAC, elle n'est pas si éloignée, en fin de compte, de ce qui s'est déjà passé dans les créations de groupements d'achat soulignés par Lotte, donc avec peut-être une autre vision. Donc, Julia, et alors, désolée, je n'ai pas trop noté le nom de votre vice-présidente. Zaineb. Voilà. Alors, il y a quelques questions dans le chat qui n'ont pas encore été répondues. Si ça vous va, on passe à l'intervention du coup de Julia Zaineb et puis on y reviendra juste après. Oui, parce que je pensais que les questions allaient à nourrir le débat de la fin. Comme vous voulez. Bon.
Passe au témoignage, oui. Allez, et ben dans ce cas-là, j'enchaîne. Et ben, du coup, merci beaucoup à toutes les personnes présentes qui nous écoutent et au réseau AMAP d'avoir pensé à nous. Parce que sur cette thématique de la participation et de l'inclusion des habitants au projet de lutte contre la précarité alimentaire, c'est une part hyper importante de nous, notre projet. Donc, on est content d'en faire partie. Moi, je vais commencer donc brièvement par vous faire une présentation de l'association, de notre mode de fonctionnement et un peu de la manière dont on travaille sur la mobilisation des publics. Puis après, je laisserai Zaineb se présenter parce qu'elle le fera bien mieux que moi et avoir une partie aussi beaucoup plus qualitative sur elle, son retour en tant qu'adhérente et donc depuis maintenant quelques années vice-présidente de l'association. Du coup, comme Bénédicte l'a dit en introduction tout à l'heure, nous, VRAC, c'est l'acronyme de vers un réseau d'achats en commun. Et notre mission principale, du coup, ça va être d'essayer de réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité en créant donc des groupements d'achat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de l'agglomération lyonnaise. Donc, les produits qu'on va essayer d'y apporter, c'est des produits de qualité, c'est-à-dire sains, écologiques, issus de l'agriculture biologique et, dans la mesure du possible, locaux. Nous, pour que nos prix soient raisonnables, l'achat groupé, c'est un levier majeur puisqu'il va nous permettre d'acheter en grande quantité, de baisser le coût unitaire. On a aussi la réduction des coûts intermédiaires puisqu'on va donner la priorité aux circuits courts. On a la réduction des coûts superflus aussi d'emballage, etc., puisque vrac, forcément. Et la vente à prix coûtant, c'est-à-dire sans marge pour les habitantes et les habitants des quartiers prioritaires. Et ça, c'est aussi possible parce que nous, on repose énormément sur les demandes de subventions qu'on va faire, notamment aux collectivités, et qui nous permettent de ne pas chercher à faire de marge finalement sur les produits. Pour ce qui est des adhésions, nous, on a 2 types d'adhésions sur nos groupements. On a des adhésions pour les adhérents des quartiers, puisque c'est là où on situe nos groupements et c'est les personnes qu'on souhaite majoritairement toucher, c'est les personnes qui sont issues des quartiers sur lesquels on se trouve. Pour ces personnes, il va y avoir la vente à prix coûtant et l'adhésion à partir de 1 € parce que l'autre l'a très bien dit tout à l'heure, une adhésion plus forte pourrait aussi être un vrai frein pour certaines familles. Et ensuite, on a des adhésions dites solidaires. C'est 30% des places dans nos groupements. Et ça, c'est des places qui sont réservées à des personnes qui sont issues des villes sur lesquelles on se trouve, mais pas du quartier prioritaire. Donc, pour ces personnes-là, il va y avoir 10% sur les prix et une adhésion avec des coûts supplémentaires. Donc, là, on arrive sur la question des enjeux de mixité et j'ai été, en tout cas, j'ai bien écouté ce qui avait été dit et je trouve que c'est très intéressant. Nous, on a choisi d'insérer la mixité sur les groupements, d'une part parce que ça garantit aussi le dynamisme et la force de notre action. Aussi parce que finalement, nous, on avait en tout cas, dans l'importance de vouloir faire un groupement qui soit inclusif et qu'il n'y ait pas ce critère-là, finalement, nos groupements sont destinés à des personnes qui n'ont pas de revenus, etc. Et que finalement, le fait de se rendre sur un groupement VRAC serait aussi synonyme de précarité. Là, voilà, les critères d'adhésion se basent juste sur du déclaratif sur l'adresse. Et ensuite, voilà, tout le monde peut s'y rencontrer. Pour nous, c'était important que ça se passe comme ça. En tout cas, les remarques qui ont été faites avant étaient très intéressantes aussi. Bref, en tout cas, aujourd'hui, nous, VRAC à Lyon, c'est 14 groupements d'achat dans les quartiers prioritaires. Et en plus de ça, 2 groupements étudiants, puisque hélas, la précarité est bien présente chez les étudiants aussi. Donc, on touche 1026 foyers. Quand on dit foyer, on dit des familles, des personnes seules et aussi des colocations. Et on a un nombre de commandes mensuelles qui est environ de 515. Donc, ça fluctue chaque mois. Nos grandes valeurs, vous l'aurez compris, du coup, c'est la qualité, la démocratie alimentaire, puisqu'on va essayer de lutter contre les inégalités d'accès. La question de la solidarité et de la justice sociale, puisque l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler sur le rapport de nous entre mangeurs, donc entre nos adhérentes et nos adhérents, et avec les producteurs. Et ensuite, valeur forte qui nous amène aussi à vous rejoindre aujourd'hui, c'est la question de la coopération et de l'émancipation, puisque nos groupements,
C'est l'idée d'essayer de redonner du choix à travers l'accessibilité de produits de qualité et donc du pouvoir d'agir à des personnes dans les quartiers prioritaires qui bien souvent n'en ont pas assez. Et notre projet, eh ben, puisqu'il fonctionne aussi grâce à l'implication des adhérentes et des adhérents. Donc, c'est grâce à eux qu'on tient la route et qu'on arrive à se développer. Donc voilà, tout ça pour dire que nos groupements d'achat, finalement, c'est des lieux, enfin, ils sont là pour rendre accessibles des produits de qualité, mais pas seulement. C'est vraiment des lieux de socialisation, d'où le fait que pour nous, la mixité, c'est important aussi. Et on a une forte volonté de lutter contre l'isolement social qui, on le sait, est quand même plus fort dans les quartiers prioritaires. Donc voilà. Nous, pour ce qui est de la participation des habitants, elle va s'incarner de plein de manières différentes tout au long du projet. Et ça peut être de la petite implication, de la grande implication, etc. Voilà, on n'a pas de... Enfin, je vous fais une petite liste et puis après, je passerai la parole à Zaineb. On a donc, en amont de la création des groupements d'achat, la chose aussi la plus importante, c'est finalement la participation en allant rencontrer les habitantes et les habitants dans les différents quartiers concernés sur lesquels on souhaite s'implanter, pour leur présenter le projet déjà, mais aussi pour identifier avec eux les besoins et les attentes, pour voir et recueillir leurs idées sur le mode de fonctionnement de nos groupements d'achat, etc., etc. Ensuite, une fois que les groupements sont créés, on a toute la gestion des groupements sur lesquels on s'appuie et on sollicite énormément aussi les adhérentes et les adhérents pour que ça fonctionne, que ce soit pour la permanence de prise de commande. Et là, c'est aussi très important parce qu'on fait appel à la solidarité de chacune et de chacun. On a parlé tout à l'heure de la fracture numérique. Le fait que tes adhérentes soient impliquées, ça permet par exemple, voilà, un ou une adhérente va pouvoir prendre la commande d'une personne éloignée du numérique et c'est ces rapports de solidarité qui se créent. Ensuite, on a de l'aide au conditionnement des produits avec notre logisticien au hangar. On a de l'accompagnement sur la distribution qui est essentiel. Et là, par exemple, pendant la période de Covid, si on n'avait pas eu les adhérentes et les adhérents pour nous soutenir, on aurait eu vraiment du mal à s'en sortir. Donc, voilà ce genre de participation. Sur le choix des produits, aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est mis en place assez récemment, fin 2020, parce qu'on s'est un peu rendu compte que finalement, on choisissait les produits beaucoup en discutant entre collègues en équipe et en se disant « Ah oui, moi j'ai entendu remonter ça sur les groupements, ah oui, ce serait bien de tester ça ». Et on avait un peu besoin d'objectiver les besoins de nos adhérentes et de nos adhérents. Du coup, il y a une commission produit qui a été mise en place. Elle est à l'initiative aussi des habitants et de nos adhérentes et de nos adhérents. Je féminise tout. Et donc voilà, donc depuis fin 2020, l'idée c'est qu'il y ait un petit comité qui se réunisse, qui fasse aussi le choix ensemble des produits à travers une grille qu'on élabore et qu'on mette en place des sondages pour faire remonter les besoins plusieurs fois dans l'année de chaque adhérente et adhérent. Donc voilà un petit peu. Après, il y a tout ce qui va être les représentations lors d'événements et aussi la participation à la gouvernance de l'association. Mais ça, je laisserai tout à l'heure Zaineb nous en parler mieux que moi. Il y a un autre point important qui nous est un peu le symbole aussi de la participation des habitantes et des habitants, et c'est la question des groupements autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se développer plus, on avait des groupements sur lesquels nous, salariés de VRAC, on était présents du début jusqu'à la fin et se créent depuis plusieurs années des groupements autonomes, c'est-à-dire que c'est des groupements VRAC qui sont portés par des structures de proximité ou des collectifs d'habitantes et d'habitants qui vont gérer tout ce qui va être de la permanence de commandes, le lien avec les adhérentes et les adhérents, les bénévoles, la distribution, etc. Nous, on va juste être derrière, entre guillemets, en back-office pour la formation, donner accès aussi forcément à notre catalogue, à nos produits, à la livraison, voilà. Mais on fait un pas de côté et puis on laisse vraiment le pouvoir d'agir et pour nous, c'est vraiment un symbole de réussite aussi parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à nous développer et d'être présents sur plus de quartiers et donc de plus répondre à des besoins. Donc voilà, en gros, nous, aujourd'hui, sur tous ces petits points-là, c'est environ 400 actions bénévoles qui ont eu lieu, par exemple, l'année dernière.
Et notre enjeu quotidien, c'est d'essayer de renforcer toujours le noyau dur de ces bénévoles parce que c'est ce qui nous rend conforme aussi à cette démarche d'autonomisation de chacune et de chacun sur les groupements et de faire en sorte que ça marche à plusieurs. Par contre, j'appuie aussi ce que disait Lotte tout à l'heure, c'est que si on encourage la mobilisation dans notre action, on ne l'oblige pas. Et pour nous, ça, c'est très important, puisque en fait, l'idée, c'est que chacune et chacun puisse venir comme il se sent libre de le faire. On sait que forcer la participation, ça peut être un véritable frein après sur ce qu'on veut faire de notre action. Aussi, parce qu'il y a 1000 raisons que Lotte a explicitées mieux que moi et sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais où il y avait aussi le phénomène d'autocensure qui peut être fort. Mais il y a la question du temps, etc., etc. Et dernier petit point pour finir, et puis après je laisse la parole à Zaineb, c'est que j'ai beaucoup parlé de la participation des habitantes et des habitants dans les projets, mais dans la question de la mobilisation et l'inclusion de tous les publics, donc notamment des personnes en situation de précarité, ça reste un enjeu majeur chez nous. Et un frein aussi, c'est pas facile en fait actuellement, puisque nos produits, bien qu'à des prix qui défient toute concurrence, mais sur les mêmes gammes, ça reste des produits qui sont biologiques, qui sont dans un rapport de solidarité avec le producteur et qui ont un coût qui fait que bien souvent, le levier financier bloque encore et on n'est pas dans une logique de casser les prix non plus vis-à-vis des producteurs. Donc, on s'aperçoit qu'il y a certaines limites et Lotte l'a dit aussi, c'est pas forcément une question de méconnaissance et de manque d'information aujourd'hui. La question d'accessibilité à ces produits-là, c'est aussi bien souvent la question des ressources matérielles et financières. Et donc, la démocratie alimentaire dont vous avez sûrement déjà parlé, dont on parle aujourd'hui quand on parle de participation des publics, c'est se dire que cette démocratie alimentaire, ce n'est pas qu'une question de participation, c'est aussi un enjeu qui est éminemment politique et qui nécessite un portage viable, pérenne, pour que nous, les associations, on puisse continuer à porter ces projets-là et pour que, en tout cas, ils soient vraiment rendus accessibles au plus grand nombre. Voilà, merci. Et puis, je vais laisser la parole à Zaineb, du coup. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Zaineb Benfrage, je suis adhérente depuis la création de... Attention, Zaineb, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous voulez bien parler plus fort? Attendez, je vais peut-être enlever mes écouteurs, je m'entendrai mieux. Là, c'est nickel. Ouais, parce que j'avais mes écouteurs. Donc, je m'appelle Zaineb Benfrage, je suis donc adhérente et vice-présidente de VRAC, donc vice-présidente depuis 2018 et adhérente depuis la création de VRAC à bord de mes immeubles. Donc oui, j'habite dans un quartier populaire qui s'appelle le quartier des Noirettes, donc le groupement des Noirettes aussi, de VRAC. Voilà, alors moi, comment j'ai connu VRAC, ça a été une initiative à la base de mon bailleur social qui a voulu faire cette question alimentaire bio et de qualité pour nous, les locataires EMH. Et du coup, on a fait une dégustation pour commencer via Boris Tavernier, qui était à l'époque, lui, le débutant en fait de tout ce projet-là. Donc c'était à l'état d'un projet. Donc ça a commencé par une dégustation de produits locaux, régionaux, voire bio. Et du coup, voilà, comme vous dites, le café, ça rassemblait, c'était autour d'un café, donc il y avait le café de vrac, évidemment, des petits morceaux de beurre, des petits morceaux de fromage, voilà. Et donc, c'était ça. Et il nous a fait goûter. Et donc, moi, dans mon enfance, j'ai vécu dans un petit village dans les airs. Et souvent, quand j'étais petite, on mangeait des produits du producteur. Et ça m'a fait tout de suite rappeler ça. Et l'huile d'olive, moi qui est d'origine tunisienne, ça m'a tout de suite rappelé l'huile d'olive de mes grands-parents de la Tunisie. Pourtant, elle vient d'Espagne, mais comme quoi la Méditerranée, voilà. Et donc, voilà, ça m'a fait d'abord rappeler des souvenirs et avoir un goût authentique, à la qualité que j'ai connue auparavant. Et là, j'ai accroché tout de suite. Et petit à petit, comme ça, donc VRAC s'est créé donc fin 2013, ça je vous parle de ça. Et donc petit à petit, l'association VRAC s'est commencé à s'agrandir et donc a commencé un petit peu, essentiellement dans les quartiers comme le mien, le quartier des Noirettes qui est à Vonvelin.
Donc voilà, et donc là, c'était, on commandait, on avait un temps de commande, on commandait, papier, hein, c'était papier, et puis ensuite, voilà, on avait un temps de distribution plus tard, donc voilà. Et puis, petit à petit, donc Vrac grandit, donc devenu Vrac Lyon, et puis il y a d'autres vracs qui sont ouverts, qui sont créés dans différentes coins de la France. Et là, effectivement, moi, cette question d'alimentation et de bio, de produits bio de qualité me touche énormément par mon métier, parce que je suis infirmière, et donc cette question d'alimentation me touche beaucoup. Et puis de plus, je suis maman de 2 enfants, donc c'est quelque chose qui me touche. Et donc voilà, Vrac a aussi proposé aussi des visites chez des producteurs. Donc, on est allé voir aussi auprès des producteurs, certains producteurs qu'on peut organiser des journées de visite de leur endroit où ils produisaient les produits. Et donc ça, c'était quelque chose de très intéressant. Et puis au-delà de ça, la question de cette gérance commençait à germer en moi. Et j'en ai parlé un jour avec, à l'époque, Boris Tavernet, qui était le directeur de l'asso. Je lui dis, moi, ça m'intéresse parce que ce que vous faites, c'est dans mon quartier, ça me concerne. Alors, je vois que au niveau du CA, notamment dans le conseil d'administration de l'association, il n'y a pas de représentation des habitants, et je trouve que ça serait intéressant. Et de leur côté aussi, ils pensaient à ça. Donc, c'était quelque chose qui germait aussi. Donc, c'était très bien, on s'était bien retrouvés sur ce point-là. Il m'a dit effectivement, c'est une association participative au niveau des habitants et que le bailleur social a initié. Et c'est aussi pour que les locataires en premier et des habitants soit pourquoi pas partie prenante de ce projet-là, et de sur quoi. Donc on était aussi bénévole, hein, soit pour les groupements pour le jour de la distribution ou la prise de commande de départ. On faisait aussi un petit temps comme on pouvait, hein, c'est tout, il n'y avait aucune obligation. C'est vrai que c'est pas simple, mais voilà, parfois ça en est arrivé, parfois on n'y arrivait pas, mais bon, il y avait quelqu'un de l'association, mais parfois il était accompagné par des bénévoles. Donc voilà, voilà, ça c'était le départ, hein, je pars. Et puis petit à petit, du coup, voilà, la proposition au fait que des habitants participent d'abord au conseil, donc soit adhérents et d'abord au conseil d'administration. Et quand on était au conseil d'administration, c'était bien. Mais nous, habitants qui n'étaient pas du tout techniques avec les termes précis parfois du CA, et puis ça va vite, hein, CA, ça doit durer 2 heures, donc il faut reparler de beaucoup de choses. J'avoue qu'avec certains habitants, on s'est trouvé un petit peu, pas à l'écart. Je dirais pas à l'écart, mais parfois on ne comprenait pas et on était un peu dépassés. Et puis on était là juste pour être là, mais on ne parlait pas beaucoup. Et c'est là où on a commencé un petit peu à parler entre nous, et on s'est dit, ok, d'accord, mais on n'arrive pas vraiment à parler jusqu'au bout. Et là, on a dit qu'à Collège Habitant, préparer en amont les réunions, les grosses réunions de cette association Vrac, aurait peut-être leur importance. Effectivement, là, on s'est retrouvés déjà entre nous, en tant qu'habitants, avec la directrice actuelle, Laurana. Et là, on propose, on fait des commentaires, on pose des questions. Et je trouve que là, la question, la place de l'habitant, de l'adhérent et surtout du quartier populaire ou politique de la ville à sa valeur ajoutée, parce que du coup, on participe vraiment réellement en questionnement, et d'où ce que disait aussi Julia tout à l'heure, de la création d'une commission pour voir en fait quel produit marche le mieux. Voilà, et on se pose vraiment les bonnes questions parce qu'on est sur place. Moi, pour ma part, j'essaye de participer au maximum comme je peux, hein, parce qu'avec la vie de maman, c'est pas évident, mais d'être bénévole sur la distribution. Et du coup, voilà, et aussi on se rencontre, on parle, on discute. C'est ça aussi le but de Vrac, c'est aussi donner l'importance aux gens d'avoir des produits de qualité, de meilleure qualité, en tout cas de ce que nous propose l'agroalimentation, comme type Carrefour, hein, parce que les gens vont faire ça. Et en même temps, c'est un lieu social aussi. Donc c'est important, très important pour nous,
d'y assister et de participer à ces genres de commissions et de préparer des réunions en amont. Comme ça, on pouvait vraiment avoir un moment au niveau du CA pour dire voilà ce qu'on pense et voilà ce qu'on propose et voilà le questionnement qu'on a. Et ça a toute son importance. À côté de ça aussi, VRAC a fait des événements. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise Covid, c'est pas trop possible, mais a organisé des concours de cuisine, parce que quand on faisait les distributions, on parlait beaucoup de cuisine, la cuisine de tel pays était meilleure, donc d'où la diversité. Donc, la première fois qu'il y a eu un concours, c'était au bas de mon immeuble, au Noirettes. Voilà, donc il y a eu des grands chefs, comme Grégory Cuiron, qui est de Lyon, est venu, juger en fait plus ou moins. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très sérieux et très participatif du coup de tout le quartier. Ça a vraiment fait une bonne animation cette journée-là. Et donc voilà, j'étais, suite à ce concours-là, j'étais lauréate de ce concours avec un plat justement qui résume bien la diversité, parce que je suis française et tunisienne, donc voilà, donc j'ai parlé de mes origines dans ce plat et je pense que c'est ce qui a touché le jury, et donc c'est pour ça. De cela, on a participé, nous femmes de Vaux-en-Velin, à un livre qui s'appelle Cuisine, Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, donc on parle justement de cette diversité, de cette alimentation, de la vie tout court en fait. Voilà, VRAC, effectivement, il y a la question d'alimentation, il y a aussi la question de lien social qui est très très important, et la participation des personnes comme elles peuvent. Je voulais quand même souligner, parce que disait la sociologue Lotte, effectivement, parfois la barrière de la langue, parfois les autocensures de certaines personnes font que se freinent. Bon, moi, je n'ai pas de difficulté à parler, à me présenter, à participer tout court. Mais effectivement, moi, je sais que de mes copines, elles me disent, mais non, on n'ose pas, tu sais, Zeynep, toi, tu parles mieux, mais nous, voilà, ce n'est pas notre langue maternelle, le français. Moi, je n'ai pas envie de me donner la honte devant tout le monde. Donc, effectivement, il y a cette question il y a ce questionnement de ma représentation personnelle, que j'habite dans un quartier, que faut dire qu'on stigmatise dans les médias, parce que ça, c'est très important aussi de le souligner, parce que quand on parle de quartier, qu'est-ce qu'on dit? On dit les femmes, elles sont dans leur maison, elles ne sortent pas. Or, qui fait vivre les quartiers de nos jours? Parce que je suis dans un quartier et je le vis au quotidien plutôt. C'est les femmes, ce sont les femmes qui jouent. Après, la question de l'apparence de leur religion, effectivement, il y a des voilées, tout ça, mais elles sont là, elles se battent. Il y a eu dans l'endroit où on fait le groupement des Noirettes, c'est un petit appartement qu'on appelle la Maison pour Agir, avec l'association Anciela, qui est une autre association de Lyon, certes, mais on se retrouve, on fait de la couture, on fait de la cuisine, on fait beaucoup de choses. Et notamment on vrac là où on fait nos commandes et nos distributions. Donc tout ça, en fait, ça amène aussi à avoir le rôle, qu'est-ce qu'en font les habitants du quartier. Je pense que si les moyens, et la politique de la ville est très importante là-dessus, si on donne les moyens aux habitants, si on les écoute, si on leur donne le champ et l'espace pour s'exprimer, certes, ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile, que c'était donné à tout le monde et tout ça. Mais c'est des choses qui arrivent petit à petit. Ce n'est pas en une année, en 2 ans, mais ça prend des années pour qu'on puisse y arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas parfait aux Noirettes. Hein. La participation vraiment des gens des gens du type RSA, tout ça, ils ne sont pas nombreux au niveau du groupement de Noirettes. Mais parce qu'il y a aussi le côté problématique de l'informatique, c'est de se connecter et tout ça. Donc, ça donne un frein aussi à certaines personnes. Tu dis, ah non, moi, je ne peux pas, j'arrive pas. Et le fait aussi d'anticiper ses commandes. Ça demande aussi à une organisation financière qui n'est pas simple aussi pour certaines personnes d'anticiper, le mois prochain, de quoi j'aurai besoin. Parce qu'il y a des gens qui font nos courses le jour. Il faut dire ce qu'il en est. Les habitudes alimentaires, ça aussi, il y a une participation aussi. C'est l'organisation financière et économique du foyer. Donc, tout ça n'est pas parfait, mais je trouve que VRAC, quand même, apporte son pied à l'édifice grandement, donne la parole à l'habitant, nous donne l'espace pour qu'on puisse s'exprimer. C'est pas toujours facile, parce que se rendre disponible à des réunions, ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Pour moi, c'est pas facile aussi. Hein. Donc là, j'ai enfermé tout le monde derrière. J'ai dit, il faut que vous me laissiez tranquille pendant 7 heures. Donc,
c'est pas donné, c'est pas facile. Mais pour moi, cette question d'alimentation, de qualité, de participation à la vie, tout simplement. C'est ça pour moi faire de la politique, c'est comme ça. C'est pas en étant élu. Voilà, c'est pour ça, pour conclure, je dirais ça. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Voilà, après on laissera un temps de débat pour répondre aux différentes questions. J'ai vu vite fait par contre une question, combien on était, je pense que Julia, tu pourras me dire combien on est d'habitants dans le collège habitant, parce que moi j'ai pas en tête, on doit être une dizaine de personnes, hein. Je crois que c'est ça, mais après tu me diras. Quand il a été créé, il y a 6 personnes qui ont rejoint et l'année dernière, 2 personnes supplémentaires. Voilà, c'est ça. Donc, il me semblait que c'était une dizaine de personnes. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est déjà pas mal pour une petite association qui grandit de jour en jour. Voilà, merci pour votre écoute et pour votre attention. Et puis, je reste disponible pour des questions éventuellement pour répondre. Voilà. Merci pour votre enthousiasme communicatif. Oui, ça bravo. Il y a des petites questions, point de précision sur une personne qui n'a pas trop compris le nom de l'asso. Si vous pouviez repréciser ce qui est VRAC. Vers un réseau d'achat en commun. C'est vers un réseau. On achète en commun. Voilà, c'est dans un endroit. Voilà. Et on achète en vrac. Donc, c'est-à-dire qu'il faut ramener ces petits tupperwares, ces petits cotonnants. Et après, et ce qu'il faut préciser, c'est qu'on peut acheter de la quantité qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut acheter 200 grammes, 100 grammes, 300 grammes, 5 litres. Voilà, c'est vraiment aux besoins de chacun. Alors, la même personne se pose la question de ce qu'on appelle prix attractif pour les gens. Je ne sais pas ce que ça peut être un prix attractif pour les gens. Est-ce que vous avez quelques idées, peut-être, un exemple? Moi, j'ai un exemple typique, c'est de l'huile d'olive. L'huile d'olive bio, vous regardez l'huile d'olive, n'importe quelle marque abordable dans le commerce, elle est environ dans les 6-7 euros. Voilà, ça c'est la prix abordable. À vrac, elle doit être, je crois, Julia, tu me corriges, je crois qu'elle ne dépasse pas les 6 euros. Elle est à 6,15 euros. Voilà, 6,15 €. Elle était 6,15 €. Voilà. Et elle est bio. Et certes, elle n'est pas locale, parce que localement, à Lyon, on n'en a pas, donc elle vient d'Espagne. Certes, mais il y a un carnet qui est suivi, on connaît le producteur, on le sait, on a tout un historique sur lui. Et puis Boris, c'est lui qui l'a trouvé, donc il le connaît, et donc il a déjà été dans son exploitation. Donc c'est ça qui est très important de le préciser. Pourquoi on arrive à avoir des prix attractifs? C'est sûr, ça reste coûteux, hein, je veux dire, 6 € de litre. C'est l'huile d'olive, hein, je ne sais pas combien, voilà, donc après c'est sûr. Mais si on voit dans les magasins bio, genre Biocop, combien il est à l'huile d'olive bio, je ne me suis jamais renseignée, je n'ai jamais vu, je ne pense pas que c'est ce prix-là. Si on arrive à avoir ce prix-là, c'est que on achète directement à des grosses quantités chez ce producteur-là et qu'on vend directement à l'habitant du quartier et puis sans marge. Effectivement, pour le fonctionnement des associations, on a besoin des subventions et on se bat. Même nous, les adhérents, on essaye d'aller voir nos élus locaux, on leur dire que cette association, c'est organisé et c'est prévu pour qu'on aille les voir, pour leur dire que pour la pérennité de cette association, il faut qu'elle vive sur des subventions de différentes associations ou États, ou structures plutôt, structures que ce soit étatique ou pas. Merci. Il y a peut-être aussi 2 questions qui se rejoignent pour un peu repréciser peut-être le périmètre comment on définit un quartier prioritaire. Alors ça, c'est la politique de la ville. Voilà. Comment c'est la ville. est-ce que Julia, peut-être que tu peux répondre mieux. Voilà, quels sont les critères peut-être pour sélectionner les quartiers, enfin VRAC, comment vous arrivez à sélectionner les quartiers sur lesquels vous montez vos groupements d'achat? Nous, on se base vraiment sur le système d'indication géographique de la politique de la ville qui est accessible sur Internet d'ailleurs, hein, parce qu'on n'avait pas envie de devoir faire des critères d'adhésion qui se basent sur sur des preuves de précarité ou quoi que ce soit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on se base vraiment sur l'adresse
des personnes qui souhaitent nous rejoindre. Et puis après, il nous suffit juste de faire une recherche et on sait si le logement se situe donc dans la zone qui est définie donc par la politique de la ville. Ce n'est pas nous qui la définissons, elle est déjà là et établie. Et on sait que c'est des zones où il y a des majorités de logements sociaux. Alors certes, c'est des zones dans lesquelles il peut y avoir aussi de la mixité ou ça ne définit pas forcément le fait que toutes les personnes qui vivent dans cet espace-là sont en situation de précarité, mais on sait que voilà, c'est des zones où une majorité de personnes, en tout cas, ont des revenus plus bas que les revenus moyens. Donc, nous, on se base vraiment là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je voulais juste rajouter, parce que j'ai vu un petit peu défiler dans les questions, effectivement, il n'y a pas de produits frais hormis le fromage et des fromages frais. Pourquoi? Parce que dans notre quartier, il y a un marché 2 fois par semaine et il y a des producteurs vaudais qui amènent leurs produits, légumes et autres et fruits de saison, voire d'autres producteurs. Et donc, VRAC n'a pas voulu empiéter sur ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de produits type légumes et fruits. Voilà, après, ça dépend tout à fait, ça dépend complètement les quartiers. Et tout à l'heure, j'ai vu passer un message que je m'étais noté et il y en a eu beaucoup depuis. Oui. Mais sur la question justement des volumes d'achat pour le nombre de foyers qu'on a, alors effectivement, on a énormément de foyers. Néanmoins, on arrive quand même à travailler parce qu'on n'est pas une épicerie, on n'est pas ouvert tous les jours. Nos groupements d'achat, je ne l'ai pas précisé au début parce que c'était un peu long de faire toute l'explication. Mais en fait, sur chaque groupement d'achat sur lequel on est présent une fois par mois. Donc, en fait, les volumes qu'on arrive à commander aux producteurs sont des volumes qui restent relativement raisonnables. On a un entrepôt qui n'est pas fulgurant non plus en termes de taille. Et donc, voilà. Et ça rejoint aussi le fait que, par contre, en fonction des groupements, on essaye aujourd'hui d'avoir une offre la plus complémentaire possible pour faire du vrac. Jusque-là, on s'est construit en faisant de l'épicerie sèche parce que c'était aussi ce qui était le plus simple et le plus sécuritaire par rapport aux normes, puisqu'on garde les produits pendant un mois. On essaye de plus en plus de faire des partenariats avec des acteurs locaux pour diversifier l'offre de produits qu'on va avoir. On a maintenant un fromager du coin qui nous amène donc des fromages de chef chaque mois. On a aussi par groupement, en fonction des réseaux de proximité, des partenariats qu'on peut créer, du soutien des centres sociaux, etc., qu'on va avoir, des partenariats qui vont se créer. On pourra en parler peut-être sur le cas de Vénissieux, où du coup, j'ai rencontré Bénédicte pour la première fois dans le cadre de partenariat avec le réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a des groupements où on a des producteurs qui viennent nous livrer des légumes chaque mois. Donc voilà, c'est un peu, on essaye d'expérimenter comme on peut et comme c'est possible. Mais voilà, l'idée d'être toujours dans un rapport de solidarité avec les producteurs et petits producteurs locaux dans la mesure du possible. Après, bien sûr, sur certains produits, on travaille aussi avec des producteurs bio quand même, mais qui sont plus gros. Il y a un petit élément aussi de questionnement sur la participation, pourquoi la participation n'est pas obligatoire. C'est une personne qui compare un peu le fonctionnement avec le fonctionnement d'un supermarché coopératif où chacun doit donner minimum 3 heures par mois. Est-ce que vous avez peut-être des éléments d'éclaircissement là-dessus? Ça, je pense qu'on peut. Si on faisait ça en Orette, le vrac n'existerait pas. Clairement. Si on faisait ça en Orette, le vrac n'existerait pas. C'est ce que vous dites. Alors certes, il y a quand même des bénévoles. Voilà. Parce que sur une population qui est précaire, qui ne sait pas comment finir son mois, qui déjà pense à ses factures plus que à l'alimentation bio et loco-régionale, je pense que c'est une question qui est... vous avez la réponse vous-même, rien qu'en vous expliquant cela. Donc, obliger les personnes à donner de son temps, ou déjà rien que son temps, c'est de les bloquer, quoi. C'est ce que disait Lotte au départ, je pense. Voilà, c'est ce que disait. Mais je suis complètement d'accord parce que je le vis, pas personnellement, mais je le vis autour de moi. Effectivement, c'est une réalité. Elle est comme ça, mais c'est une réalité. Alors, obliger à certains à venir, même donner de leur temps.
Et c'est pas qu'une question de temps, c'est ce que disait aussi là tout à l'heure. Je pense que le temps, c'est vraiment Disponibilité, important. Et notamment sur le fait que nous, la plupart de nos groupements d'achat, ils se situent sur des journées de semaine. Donc, ils empiètent un peu sur la fin de journée aussi. Mais donc, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais il y a aussi voilà, la question d'un blocage qui peut être de ne pas se sentir à l'aise, de ne pas se sentir légitime à être à venir participer. Alors, nous, ce qu'on espère quand même, c'est que au final, sans rendre obligatoire la participation, que finalement, le fait de venir récupérer les produits, de voir qu'il y a de la convivialité, ça puisse donner envie. Bon, même si avec la période Covid, ça donne sûrement un peu moins envie. Mais voilà, en tout cas, on ne veut pas être injonctif vis-à-vis de ça parce qu'on sait très bien que sinon, on va perdre beaucoup de public et que l'idée, c'est plutôt d'être sur un mouvement d'attractivité, de donner envie de venir. Et puis après, ça se travaille et rien n'est fermé. Mais l'injonction là-dessus, je pense que voilà. À un niveau plus large, c'est vrai que quand on réfléchit à des processus démocratiques pour être sûr d'entendre la voix de toutes et tous sur certaines initiatives, je comprends que c'est un horizon quand même, c'est un horizon désirable en fait, de s'assurer que, en tout cas, l'offre alimentaire puisse correspondre à des demandes qui sont construites par tous et toutes les situations. Après, sur le degré d'implication, ça peut effectivement varier et je pense que ce n'est pas une question non plus uniquement à penser à partir des seules contraintes des personnes en situation de précarité, parce que si on réfléchit plus largement, ben, il existe une offre d'une alimentation de qualité, bio, etc., en tout cas en Belgique et j'imagine en France, où les gens sont simplement consommateurs en fait de ces espaces, je veux dire, en utilisant juste leur portefeuille et donc sans devoir compenser par une forme de participation, donner son temps, etc. Et donc il y a 1000 raisons de ne pas de ne pas être bénévole, de ne pas participer, pour tout le monde en fait. Et donc les contraintes ou les charges de la participation, ben, elles pèsent de façon particulière sur des personnes qui ont, voilà, qui ont pas les ressources ou enfin voilà. Et c'est rarement une question de ressources, mais plutôt une question, c'est pour ça l'idée c'est de déplacer un peu le regard, c'est de dire qu'est-ce qu'on attend et comment est-ce que les personnes doivent mettre en forme en fait. Il y a un concept, les concepts sont intéressants que s'ils nous aident à penser, mais je veux dire le concept d'apprêtement, c'est-à-dire est-ce que les personnes sont apprêtées, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont les ressources pour pouvoir contribuer, mais dans le format qui est déterminé pour pouvoir participer. C'est-à-dire que si, effectivement, pour prendre un exemple concret, si ce sont des réunions le soir entre 6 et 8, eh ben, on peut se dire que les femmes avec des enfants en bas âge, ça va être l'heure tout à fait malheureuse pour pouvoir participer. Mais ça va convenir à d'autres personnes qui, justement, en journée ne sont pas disponibles et qui préfèrent que ce soit le soir. Donc, en fait, il n'y a pas une façon idéale qui fonctionne pour une fois pour toutes, pour tout le monde, pour accueillir des formes d'engagement. Mais donc, effectivement, peut-être différencier la participation et de voir comment est-ce qu'un projet peut être pérenne, en tout cas, c'est peut-être deux questions un petit peu différentes, de savoir comment s'assurer que le projet tel qu'il est développé tienne compte des situations et des envies des personnes à qui ça s'adresse. C'est un peu ça. Et alors, je pense qu'il y a une question aussi, et je la voyais un petit peu dans les commentaires et les discussions, c'est la question des ressources. Est-ce qu'il y a des financements publics qui soutiennent parce qu'effectivement, on voit quand même, et dans ce que j'entends de ce que Julia et Zaineb disaient aussi, c'est qu'il y a, à un moment donné, il y a un noyau dur quand même, il y a une espèce de noyau qui porte et qui s'implique un peu plus. Et là, la question, c'est aussi, est-ce que ces personnes est-ce qu'il y a une subvention pour ça? Est-ce que les personnes sont payées? Est-ce que c'est soutenu publiquement? Vous disiez vous-même que vous allez chercher les subsides, etc. Et ces démarches de type ce que nous on appelle plus communautaire,
elles ont besoin de ressources qui soient aussi voilà, qui soient pérennes pour pouvoir, et sur le long terme, oui, c'est ça, pérennes sur le long terme, parce que je pense que c'est Zaineb qui dit ça prend du temps de pouvoir constituer à la participation, si on veut bien la faire, elle prend du temps aussi. Alors là, on a fini sur les questions de compréhension, éclaircissement. On est déjà un petit peu parti dans le débat. Si ça vous va, sur le temps qui reste, donc les 25 minutes qui nous restent, voilà, on est sur des questions un peu plus larges et il y en a tout un tas qui ont été posées dans le chat. Est-ce que Geneviève, tu en vois… Alors, en particulier des sur les questions qui soient intéressantes pour relier aussi un petit peu au modèle AMAP, des questions qui sortent aussi sur un petit peu aussi la solidarité producteur, parce que c'est vraiment important aussi quand on parle d'un prix intéressant, il y a le prix juste aussi pour rémunérer le producteur. Donc ces notions de comment on peut concilier solidarité avec le producteur et aussi les personnes en situation de précarité. Donc, on retombait sur comment, voilà, aller chercher des subventions. Ça, c'était important. Comment on peut arriver à mieux connaître tous ces réseaux qui interviennent. On parle du réseau AMAP, le réseau VRAC, les expériences développées en Belgique. Comment on peut favoriser, généraliser cette interconnaissance qu'on a tous de nos réseaux, parce qu'on a chacun des valeurs, des fonctionnements qui nous sont propres et puis plein de points communs. Donc, comment on peut montrer la diversité d'options pour participer à des initiatives sur un territoire donné? Peut-être qu'il y a une option qui sera meilleure qu'une autre. Voilà, ça, c'est des questions qui sortent. Comment on peut choisir la meilleure option possible sur un territoire? Peut-être une option intéressante que François a posée, si tu veux, là. Voilà, j'en vois d'autres. Voilà, vous êtes très productifs, là. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui, vis-à-vis de ces questions aussi, voudraient s'exprimer? Voilà, moi, par exemple, est-ce qu'il y a une bonne solution? Voilà, spontanément, j'ai trouvé ça très intéressant, l'approche qui avait été développée en Belgique sur les visites et découvertes d'initiatives inspirantes. Effectivement, il y a peut-être un enjeu de rendre visibles ces petites initiatives qui sont souvent invisibles et plus petites qu'un méga supermarché. Donc voilà, il y a peut-être un enjeu là. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient, en écho de ce que Geneviève, tu as mis sur la table, prendre la parole? Vous pouvez noter dans le chat, faire un petit mot en mettant parole ou en levant la main dans les… y a des réactions, on peut lever la main et voilà, on va essayer de vous identifier dans toutes ces vignettes pour que vous puissiez vous exprimer. Une dernière chose, et après je me tais, c'est promis. Dans précarité, il y a quelques questions qui reviennent ou quelques remarques sur les producteurs font partie parfois des publics précaires. Vous voyez, c'est complexe aussi. Ils nous nourrissent et ils sont aussi précaires. Enfin voilà, il y a tout ça qui ressort. Alors Marc, qui veut prendre la parole. Oui. Bon, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, je trouve que VRAC, c'est une initiative très intéressante, formidable. Et j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs distributions et de voir comment ça fonctionnait. À ce niveau-là, d'ailleurs, à ce titre-là, moi, je pense qu'il y a une réflexion qu'on pourrait avoir au niveau des AMAPS, c'est rapprocher des initiatives VRAC dans les quartiers prioritaires de la ville avec des AMAP. Et je crois d'ailleurs que, d'après ce que me disait Agnès Inco au niveau des paniers marseillais, il y a une réflexion entre l'initiative des paniers solidaires et de VRAC qui est en train de s'implanter à Marseille. Donc, je pense que c'est une piste de travail auquel il faudrait réfléchir, puisque nous avons une complémentarité. D'une part, nous fournissons effectivement des paniers, des produits frais, alors que VRAC fournit des produits secs. Ça ne veut pas dire qu'on fusionne les deux initiatives, mais qu'on pourrait avoir en tout cas une tentative de partenariat à l'échelle des territoires. Et je voudrais dire aussi, pour revenir un petit peu sur les interventions, hier j'étais à un séminaire de l'Agence nouvelle des solidarités, des solidarités actives qui travaille aussi sur la question de la précarité alimentaire et sur la question de la coordination des territoires et qui a mis en place
une formation qui s'appelle Alimactive, sur lequel d'ailleurs on pourra revenir à la prochaine webconférence. Et justement, donc j'ai animé un atelier dans lequel, avec Noémie, d'ailleurs de l'Île-de-France, et à l'atelier suivant, il y avait un travail exactement la même réflexion que nous, c'était comment on peut développer le pouvoir d'agir des personnes en situation de précarité pour qu'elles reprennent effectivement le pouvoir sur leur propre alimentation. Et on travaillait surtout sur l'Île-de-France, notamment sur la Seine-Saint-Denis, sur des villes qui sont en quartier prioritaire de la ville. Et il y a eu plusieurs points qui sont revenus dans la discussion et témoignages. Le premier, c'est la proximité, évidemment, et c'est revenu, évidemment, ça revient toujours. Le deuxième, c'est la question d'avoir un lieu qui rassemble des gens. Le quatrième point, c'est de dire il faut donner du temps à l'initiative. C'est-à-dire qu'il y a une notion de confiance. Quand effectivement on parle d'injonction, de ne pas tomber dans l'injonction de dire il faut absolument que les gens participent, je pense que c'est à travers la diversité et la confiance, mais aussi le temps, qu'on arrive à construire la participation des gens. Ça, c'est très important et c'est ce qui est revenu. Et notamment, il y avait le témoignage d'un collectif qui s'appelle le 4C, à la Goutte d'Or, à Paris 18e, donc c'est l'un des quartiers les plus pauvres de Paris, dans lequel justement il y a une AMAP, il y a une fourniture avec de produits, de fruits et légumes en AMAP. Mais il y a une cuisine collective, il y a un restaurant solidaire, il y a des initiatives culturelles, et donc il y avait bien le témoignage du fait que c'était une initiative qui était ancrée dans le quartier avec les habitants. Et je crois qu'il y a aussi une notion qui a été dite et qui est importante, on ne s'en rend pas compte dans les AMAP. Mais contrairement à l'aide alimentaire en France, où il y a les bénévoles et les bénéficiaires, il y a vraiment une fracture entre les deux. Nous sommes à la fois des usagers, des consommateurs, mais nous sommes aussi des bénévoles. Et je pense que organiser des actions dans lesquelles les personnes qui sont bénévoles sont aussi les personnes qui participent à l'initiative, c'est important. Alors, dernier point, je pense, sur la question du modèle économique. On a un modèle économique qui est différent de VRAC, puisqu'on a un modèle économique qui est autonome. Nous ne dépendons pas des subventions. VRAC dépend des subventions dans le sens où, effectivement, elle vend à prix coûtant les produits. Et donc, pour tout ce qui est poste salarié, stockage, etc., il y a des subventions à la fois des participation des bailleurs sociaux, de la collectivité locale, etc. Alors, moi, je crois qu'il y a un point de vigilance à avoir, parce qu'en en ayant discuté, c'est que, bon, on a l'expérience, par exemple, des biocoop. Et on sait très bien qu'avec le temps, les biocoop ont fait des économies d'échelle et ont commencé à négocier de façon assez draconienne les prix avec les producteurs, notamment les producteurs de fruits, enfin les agriculteurs. Et je pense qu'il y a un point de vigilance à avoir parce que dans un achat groupé, effectivement, pour concilier des prix qui soient attractifs avec une juste rémunération des agriculteurs, eh bien, on est un petit peu sur le fil. Il faut se garder effectivement d'essayer de tirer les prix trop vers le bas. Je sais que c'était d'ailleurs un des points de vigilance sur lequel m'avait alerté Agnès des Paniers Marseillais en disant que ça, c'était un point de discussion à avoir entre le réseau des AMAP et le réseau VRAC. Voilà. Je m'arrête là. Merci Marc pour ces informations. Cette AMAP, juste si tu peux redire, elle était où en fait, où ils étaient dans un collectif, elle s'appelait comment cette AMAP? Tu veux à Paris? Alors ça c'est tu veux parler de Marseille ou alors de? Non, tu parlais d'une AMAP où il y avait aussi une cantine. Enfin bon voilà, c'est. Je pense que Noémie connaîtra, c'est avec le collectif 4C. Je sais pas si. Collectif 4C. Oh. C'est une AMAP du 18e arrondissement du coup. Voilà. C'est chouette qui viennent présenter leurs travaux, un de ces quatre. Je vois qu'il y a Jean-Noël qui a demandé la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole que j'essaye de recenser un petit peu Ok. Jean-Noël? Ouais. Bonsoir tout le monde, bonsoir les filles que je connais. Du coup, moi je fais partie d'une AMAP sur Saint-Étienne
du coup, membre du réseau Loire et du réseau aussi Auvergne-Rhône-Alpes depuis peu. Et il s'avère que mon AMAP est dans un quartier politique de la ville et que nous, à Saint-Étienne, il y a eu la volonté qui a émané, qui a émergé il y a un an de ça maintenant, justement de monter un vrac. Donc il y a différentes structures qui sont mises autour de la table. Notamment une amicale laïque et un centre social qui sont dans notre quartier, à Beaubrun, à Saint-Étienne. Et depuis un an, justement, on travaille sur la création d'un vrac à Saint-Étienne. On espère pouvoir le développer dans les 6 quartiers politiques de la ville qu'on a sur Saint-Étienne. Et si tout fonctionne comme on veut, pourquoi pas l'étendre à différentes villes de Lyon, de la Loire, pour voilà, essaimer un petit peu. Et oui, en effet, c'est relativement pertinent qu'au sein des AMAP, on puisse se rapprocher de ces types d'initiatives parce que c'est relativement complémentaire en effet. Moi, depuis un an, j'en discute pas mal avec les AMAPiens dans mon AMAP qui sont très nombreux à être intéressés par le projet. On a du mal, là, nous, depuis un an, avec la conjoncture, de faire des animations de quartier pour aller justement rencontrer les habitants et présenter un peu le projet et fédérer sur la création d'un vrac chez nous. Ouais, il y a vraiment un lien très intéressant avec les AMAP, justement, ouais, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont pas du tout dans les paniers qu'on peut avoir sur nos contrats, en fait. Donc, Juste une petite question, c'est parce que c'est un vrac avec l'association VRAC ou un groupement d'achat? Parce que voilà, peut-être il faudrait préciser ça, que voilà, c'était pour savoir si c'était avec l'association VRAC, parce qu'il y a aussi effectivement il y a pas mal d'AMAP qui vont créer des groupements d'achat en créant des structures ad hoc, mais qui s'affilient pas forcément qui sont pas forcément affiliés à l'association VRAC. Tout comme il y a des AMAP qui vont créer des épiceries autogérées. Enfin bon, voilà. Et du coup, c'était pour avoir une petite précision sur votre dynamique stéphanoise. Nous, du coup, ouais, au début, on savait pas ce qu'on allait vraiment faire. On a voulu s'inspirer de ce qui se passait donc chez nos voisins lyonnais et ailleurs, parce que du coup, VRAC existe maintenant dans différentes villes en France. C'est devenu un réseau national. Après, Julia pourra mieux en parler que moi. Mais au final, on a décidé au sein du collectif de demander à rejoindre vraiment VRAC. On a rencontré quelques fois donc Boris Tavernier, la personne qui a initié le projet à Villeurbanne à l'époque. Et voilà, on a donc aujourd'hui déposé des statuts en tant que VRAC Saint-Étienne. On a pu être accueillis sur le site internet de VRAC, où on a pour l'instant une section qui est apparue pour VRAC Saint-Étienne. On est en lien, je ne sais pas si tu es au courant, Julia, un peu avec justement les copains de Lyon pour lancer un petit peu les premières commandes, les premières livraisons, parce que va se poser forcément la question sur un lancement de groupement d'achat à Saint-Étienne, on n'aura pas forcément un nombre d'adhérents suffisant pour faire des achats à la Palaise. Donc, dans un premier temps, on a sollicité les copains lyonnais pour nous épauler un petit peu et peut-être se greffer pendant quelques mois sur les commandes de Lyon. Mais enfin voilà, je ne veux pas non plus trop empiéter sur la casquette de Julia, qui sûrement, j'ose espérer, est au courant un peu de tout ça. Mais ok. Non, oui. Bon, l'initiative, faudra venir revenir dans quelques mois pour nous parler justement de ces premières livraisons et qu'est-ce qui se passe, et pour prendre un peu de recul sur ces synergies, en fait. Là, le calendrier recule un petit peu au fur et à mesure des événements et des problématiques sanitaires, et on prévoit d'ouvrir, si tout va bien, notre groupement en septembre. Mais on espère rapidement essaimer à d'autres QPV, quartiers politiques de la ville, rapidement. Du coup, pour compléter ce que tu as dit, oui, effectivement, hein, j'appuie ce qui a été dit sur le développement de VRAC Saint-Étienne. On est aussi sur des dynamiques vraiment d'essayer d'être assez complémentaires, notamment avec le réseau AMAP, parce que c'est une offre hyper complémentaire entre nous qui sommes plutôt sur de l'épicerie sèche
et les paniers AMAP. Et puis, on est finalement, je trouve, sur des valeurs qui se recoupent pas mal et sur la solidarité et adhérents et producteurs. Là, sur Vénissieux, et peut-être que Bénédicte pourra en parler un petit peu mieux, c'est un premier pas. C'est pas, je ne sais pas si ça pourrait être plus, s'il faudrait creuser plus loin, mais déjà, par exemple, on est au centre social des Minguettes depuis plusieurs années, où on a notre offre de produits, on a pas mal d'adhérentes et d'adhérents qui reviennent chaque mois depuis plusieurs années. Et j'avais été en contact avec Bénédicte dans le cadre du projet Elsa Map, donc, qui avait été construit avec les collégiens d'Elsa Triolet, qui est dans le quartier. Et l'idée, c'était de voir comment se mettre en réseau. Donc, on aurait aimé que les distributions puissent se faire le même jour, etc. Nous, on est là une fois par mois, donc c'est vrai que de toute manière, ça n'aurait pas forcément été exactement comme ça. Mais en tout cas, il y a une mise en lien qui s'est fait, qui fait qu'aujourd'hui, les distributions des paniers AMAP pourront se faire aussi dans le même centre social. Et pour nous, c'est une vraie réussite de se dire que ça peut permettre au réseau AMAP et donc à cette Elsa Map d'avoir de nouveaux adhérents avec les nôtres, et à nous de pouvoir permettre à ce que nos adhérents aient des légumes qui soient toujours dans la même veine de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là-dessus, on essaye au maximum de voir comment tisser des liens, et je pense qu'il y en a de nouveaux qui commencent progressivement à se construire sur d'autres groupements qui se mettent en place aussi à droite à gauche, où on cherche maintenant aussi à voir quand on s'établit quelque part ce qui est possible de faire en partenariat. Et puis notamment pour compléter sur le cas d'Elsa Triolet à Vénissieux, on s'était aussi dit, alors forcément les circonstances ne sont pas terribles, mais qu'on pourrait organiser une visite de ferme groupée chez un des producteurs de la MAP, où voilà, on n'en a pas discuté, mais sur une autre ferme, et que ça pourrait être intéressant d'associer à la fois les adhérents de la MAP et à la fois les adhérents de VRAC pour avoir un temps de convivialité et d'interconnaissance à ce moment-là. Mais du coup, voilà, c'est pas encore fait, ce sera pour le 3 mai, sortie du confinement. C'est sûr que peut-être il y a des enjeux aussi de mutualisation sur des actions de sensibilisation, de mobilisation et de... voilà, parce qu'en AMAP, il y a un enjeu aussi fort de compréhension des enjeux agricoles et d'appropriation des problématiques du monde agricole pour aussi qui est un vrai levier de transformation aussi de ces pratiques alimentaires. Quand on comprend mieux qui produit et quelles galères il rencontre plus ou moins tous les jours, forcément, ça impacte ses choix de consommation, entre autres, quoi. Juste, il y avait Dany que je ne vois pas, mais qui a demandé à prendre la parole. Attends, bonjour. Oui. Voilà, bonjour. Oui, c'était juste pour témoigner du fonctionnement de notre toute petite AMAP. J'avoue que j'ai l'impression d'être sur une autre planète quand je vous entends parler des villes. Bon, moi, je suis à la campagne. Super, ouais, merci, bienvenue. Ça fait du bien aussi d'avoir des paroles. Il y a à creuser sur les territoires. C'est vraiment la ruralité dans tout ce qu'elle a de bien en ce moment. J'avoue qu'on est vraiment chanceux. Bon, donc c'était juste pour dire que dans notre fonctionnement AMAP, avec les producteurs de produits secs comme les pâtes et les légumes secs, on a passé un contrat où on fait des commandes trimestrielles et donc qui nous permettent d'avoir une plus grosse quantité de commandes et donc de bénéficier du vrac. Et donc les producteurs en général font des prix plus bas quand ils font des paquets de 5 kilos de pâtes ou de légumes secs. Les prix sont déjà moindres. Voilà. Donc, on a fait une synthèse en fait, du vrac et de la MAP avec des contrats qui sont donc là trimestriels pour le coup. Voilà. Merci de ce témoignage qui montre que effectivement la MAP c'est pas forcément que des légumes déjà. Mais il peut y avoir aussi cette vision-là de la MAP qui est fait que des légumes, alors qu'effectivement, il y en a qui développent des contrats avec des producteurs sur
un ensemble de besoins alimentaires comme les pâtes, mais aussi voilà, sur effectivement fromage, viande, tout ce qui est frais, mais pas que. Il y a aussi des producteurs de lentilles, j'imagine, on parlait de la Loire. La Haute-Loire, elle n'est pas très loin. Il y a aussi du sec et des céréales. Voilà, il y a aussi pas mal d'enjeux aussi en AMAP qui permet de contractualiser et qui est dans une approche justement de groupement d'achat avec toujours l'enjeu de se poser la question comment se bâtir le prix, quoi. Voilà, ce que tu soulevais, Marc, où est le fil sur lequel il n'y aurait pas à basculer d'un côté ou de l'autre pour... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager une expérience ou justement d'initiatives d'accessibilité sur les freins et les difficultés à la participation? Parce qu'en AMAP, on a aussi au-delà des personnes précaires, les questions de participation, quand même, ça fait partie de la vie quotidienne. Donc voilà, si vous souhaitez partager, vous, comment, ou dans des AMAP ou dans d'autres projets, hein, je sais qu'ici, il n'y a pas que des AMAPiens, mais aussi d'autres organisations. Si vous voulez partager des expériences de participation réussies ou difficiles, et puis, petit point de gardien du temps, il reste environ 10 minutes. Et puis, il y avait Lotte aussi qui voulait reprendre la parole. OK. Non, je voulais peut-être juste amener quelques éléments de réflexion, parce que c'est vrai qu'il y a, sans avoir de réponse ou de solution, mais cette tension entre le prix juste pour des agriculteurs qui, eux aussi, et agricultrices qui sont parfois dans une situation compliquée, et un prix accessible pour des personnes en précarité alimentaire. C'est comme si on disait que c'était ces deux échelles qui devaient se rencontrer au même endroit. Et probablement que là aussi, il y a voilà, c'est peut-être pas effectivement aux personnes les plus précaires de devoir assurer le prix juste. C'est ça dans ce que je voulais souligner par la question d'enjeu d'échelle. C'est aussi quand on est dans un... on sait que dans les réseaux alimentaires alternatifs, on soutient assez... vous me dites si je me trompe, mais l'idée que si on consomme différemment, c'est un peu le paradigme du colibri, c'est-à-dire que si chacun se met à consommer plus responsable, local, bio, etc., on peut collectivement, à un moment donné, c'est un peu le récit qui est là derrière, on peut démonter en fait, ou en tout cas ça participe de pouvoir démonter un système agro-industriel dominant. Et donc, l'implication citoyenne, donc, elle va jusqu'à un certain... Elle est intéressante jusqu'à un certain point, mais si à un moment donné, elle n'est pas liée par ailleurs avec des politiques publiques qui soutiennent à la fois les agriculteurs, ça c'est une chose, mais des politiques publiques qui sérieuses et ambitieuses de lutte contre la pauvreté. Enfin, je veux dire, c'est nécessaire de réfléchir qu'est-ce que les AMAP peuvent soutenir à leur niveau sans tomber dans... je veux dire, si on pousse la logique un peu plus loin, si on disait que, en fait, par l'implication citoyenne, les personnes arrivent à finalement s'en sortir, ou même les personnes en situation de précarité arrivent à s'en sortir en termes d'alimentation, etc., eh ben, quelque part, on risque de faire passer le message qu'en fait, on n'a plus besoin des politiques publiques ou de l'État pour adresser ces questions-là. Et donc, par un espèce de curieux mécanisme, si on pousse la logique très loin, l'implication citoyenne deviendrait la réponse à un problème de démocratie et de sécurité alimentaire. Et donc, l'idée, c'est pas de dire que c'est pas la bonne réponse, mais l'idée, c'est bien de garder en tête qu'il y a des choses que certains dispositifs peuvent porter, mais aussi voir les limites que ça peut comporter. C'est ce que Julia soulignait notamment en disant on reste avec un problème de prix juste qu'on ne peut pas faire porter par tout le monde, quoi. Donc voilà, je voulais juste introduire ça dans le débat. Julia, tu souhaitais réagir. Alors, je ne sais pas si c'est en lien ou je te laisse la parole. Le micro.
Oui, merci. Bah, du coup, en fait, je pense que Lotte, elle a dit à peu près tout ce qu'il fallait dire et c'était un peu ce sur quoi j'allais rebondir sur voilà, le fait qu'à un moment donné, il y avait besoin aussi peut-être de cet appui politique pour aller plus loin et pour bah, combler cet écart, puisqu'on parle de comment on fait pour établir la solidarité des deux côtés. J'avais aussi puisque tout à l'heure, tu nous sollicitais surtout sur des questions d'expérience ou de retour. Nous, à l'association VRAC, on a récemment du coup eu un peu bah, du coup, un exemple d'initiative qui puisse permettre de toucher vraiment des personnes en situation de précarité alimentaire. Mais puisque là, avec l'association Habitat et Humanisme, on a eu l'occasion de répondre à un appel à projet sur la précarité alimentaire. Enfin, c'est Habitat et Humanisme qui a répondu. Et l'idée, c'était que du coup, eux, ils ont des escales solidaires, du coup, à destination des locataires de leur parc immobilier, c'est un peu moche dit comme ça, mais voilà, des personnes en situation de précarité. Dans ces escales solidaires, il y a des repas qui sont cuisinés chaque jour. L'idée, c'est de pouvoir permettre à chacune et chacun d'avoir des repas hyper complets, donc entrée, plat, dessert, etc., à 2 € environ. Avec la réponse à l'appel à projet, l'idée, c'était de faire en sorte que les produits qu'ils utilisent jusque-là, qui sont des produits des dons de la banque alimentaire, etc., puissent être remplacés par des produits biologiques de qualité et du coup, pouvoir bah, voilà, subvenir de manière qualitative aux besoins de leurs habitants. Et on a répondu donc communément en se disant que ben, finalement, cet appel à projet serait l'occasion de pouvoir Habitat et Humanisme, s'approvisionner en produits vrac et pouvoir permettre de continuer à garder le même prix des repas aux habitants, à leurs locataires. Et voilà, c'est pas... Mais c'est un projet. Tout à l'heure, il y a une question qui me semble a été posée sur qu'est-ce qu'on fait voilà, une personne qui travaille au cabinet de la mairie de Paris. Est-ce que finalement, on renforce les dispositifs existants ou est-ce qu'on lance de nouveaux appels à projets? Moi, je ne peux pas donner de réponse parce que je ne peux pas répondre. Ça va changer et dépendre en fonction de chaque association. Mais voilà, d'un côté, il peut y avoir un côté très chronophage de devoir créer à chaque fois des projets et encore des projets, alors que bah, nous, notre mode de fonctionnement, être subventionné en lui-même roule. Mais il y a aussi l'émergence de ce type de projet en faisant barrage à plusieurs, en faisant plus d'unisson, qui permet du coup, entre acteurs qui sont vraiment dans la précarité alimentaire et nous qui sommes dans cet interstice de finalement toucher voilà, plus ou moins. Alors, il y a pas mal d'interventions dans le chat. Le débat fait rage, notamment autour du rôle qu'on peut jouer dans la défense d'une autre PAC et comment la PAC actuelle et le système agro-industriel est oppressif et comment on peut en sortir. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de traiter ces questions parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Et comme on s'est fait un credo de finir à l'heure, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais je pense qu'on va passer sur la conclusion. Bah, juste, moi, ça soulève peut-être d'autres cycles, d'autres rendez-vous, peut-être en montant sur les dimensions en action politique. Ouais. Peut-être aussi, voilà, dans la suite du cycle, à voir comment on poursuit avec des approches plus de plaidoyer ou de mobilisation d'ordre politique. Et oui, pour moi, OK pour commencer la conclusion. Moi, je veux bien faire une petite ouverture sur la question de la plateforme pour une autre PAC qui propose assez régulièrement des webinaires et des formations. Eh bien, c'est parfait, vas-y. Non, mais du coup, voilà, c'était juste pour dire ça qu'il y a régulièrement des webinaires et des formations, donc qui sont aussi une formation politique sur les questions de la politique agricole commune, qui sont fort complexes, comme vous le savez bien. Et du coup, n'hésitez pas à regarder, alors notamment sur leur page Facebook, je sais qu'ils postent en tout cas quand il y a des choses qui sont organisées. Et il y a aussi beaucoup d'éléments pédagogiques qui sont postés et sur leur site internet et sur leur page Facebook. Donc n'hésitez pas, il y a vraiment un travail considérable qui est fait par les salariés de la plateforme. J'ai dit pour ça.
Et n'hésitez pas à y aller dès maintenant parce que les élections régionales et départementales arrivant, ce sera intéressant de voir quelle est la position des régions sur ces questions-là et qu'est-ce qu'on peut demander en tant que citoyen. Evelyne, tu voulais toucher un petit mot à... Oui, enfin, voilà, je suis représentante du Miramap à la plateforme pour une autre PAC. Alors évidemment, j'en dirai long, mais pour le lier avec le débat de ce soir, non, le réseau VRAC et les AMAP, ça permet aux gens de développer leur pouvoir d'agir, de passer de l'alimentation, de la consommation à vraiment des actes citoyens. Et vraiment, un autre sur la politique, c'est que pour les régionales, il y a le plan stratégique national qui va avoir des déclinaisons pour le premier pilier régional. Donc, je pense que si vous contrôlez vos candidats et que vous les tannez sur on veut de l'agroécologie paysanne et citoyenne dans notre région et que vous allez les voir et qu'une fois qu'ils sont élus, vous les continuez à les tanner, c'est aussi un pouvoir d'agir citoyen. On n'a pas tous les pouvoirs en main quand on est à VRAC ou en AMAP, mais voilà. Se rapprocher et tenir à la culotte ceux qui ont le pouvoir, c'est bien, ça les empêche d'être complètement tordus. Là, je vois une intervention et alors, si jamais ils sont corrompus, bon, oui, surveillez-les de près. C'est un acte citoyen que tout le monde peut faire, en groupe, bien sûr. Et les AMAP, ça peut servir à ça aussi. J'ai dit. Merci, Evelyne. Alors, du coup, on conclut ici. Noémie, tu voulais rajouter un truc? Non? Eh bien non, je voulais inviter Marc à nous présenter quand même la prochaine webconférence qui va avoir lieu dans un mois. Donc, ça a lieu le premier mercredi du mois de 18h30 à 20h30 pour rappel. Et donc, la prochaine portera sur la question de l'implication des territoires. Et Marc, je te laisse la parole pour en dire quelques mots et nous donner envie d'être là. Ah, ton micro? Oui, pour développer l'accessibilité à l'alimentation de qualité, on a toujours dit qu'il fallait agir de façon systémique, à la fois sur le plan agricole, il faut développer l'autonomie alimentaire des territoires, les circuits courts, social, prendre en compte tous les aspects de la précarité, travailler sur l'aménagement du territoire, sur le plan économique, et donc il faut agir collectivement avec tous les acteurs du système alimentaire et ceux qui interviennent dans la lutte contre la précarité alimentaire. Alors ça va des pouvoirs publics locaux, les communes, les CCAS, départements, communautés d'agglomération, les associations. Et donc, ce qu'on va présenter, d'une part, c'est des initiatives innovantes qui travaillent dans cette direction. Par exemple, des projets alimentaires territoriaux qui travaillent sur la question, effectivement, de la précarité alimentaire, des PTCE, c'est-à-dire des pôles territoriaux de coopération économique, mais pourquoi pas des tiers-lieux alimentaires aussi ou des maisons solidaires de l'alimentation. Et donc, c'est là-dessus, on verra comment les AMAP peuvent s'inscrire effectivement dans cette dynamique solidaire au niveau des territoires. Donc, c'est tout un programme et ça reprend tout à fait la continuité du débat qu'on a eu aujourd'hui. Merci. Un grand merci aux intervenantes, Lotte, Julia et Zainab, qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt, pour votre participation et vos réponses à toutes nos questions ce soir. Il y en aurait sûrement eu plein d'autres si on continuait quelques heures, mais bon, je pense que là, c'est temps de terminer. Grand merci à vous et puis rendez-vous à tous dans un mois pour la prochaine.